Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous un champion olympique, Guillaume Chêne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'était il y a quelques mois cet été. Elle est là, cette médaille, une médaille qui a un petit parfum grenoblois. On verra ça avec vous au cours de cette émission. En face de vous, il pourrait aussi prétendre peut-être à une médaille olympique, Geoffroy Durocher, bonjour. Bonjour, je ne suis pas sûr, mais bonjour. Si je dis ça, c'est parce que vous êtes un spécialiste du breakdance, qui est une nouvelle discipline qui sera présente aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais on ne va pas parler Jeux Olympiques avec vous, on parlera du festival, l'un des plus grands festivals de hip-hop en France que vous organisez du 29 avril au 1er mai à Pontcharrat, dans la vallée du Grésivaudan. Et puis avec nous également John Ness. Bonjour John. Bonjour. Bienvenue, on est très content de vous retrouver sur ce plateau. Enfin. Vous êtes le responsable communication de la foire des Rameaux, une foire qui fait son grand retour dans le paysage grenoblois. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. La dernière fois, c'était en 2019. Entre-temps, il y a eu l'épidémie de Covid qui a mis beaucoup d'activités à l'arrêt. On peut dire que votre profession, les forains, c'est peut-être la profession qui a été l'une des plus impactées, en tout cas en France, par la crise sanitaire. Oui, une des professions les plus impactées, effectivement, oui. Vous avez été à l'arrêt pendant pratiquement, on a pu réouvrir l'an dernier pendant la période estivale, et puis après on a refermé. En gros, on a pratiquement été fermé pendant 16 mois à peu près, un peu plus. C'est compliqué à gérer quand en plus on a l'habitude, comme vous, dans ce milieu, de voyager tout au long de l'année, d'aller de ville en ville. Ça reste très compliqué aussi pour pouvoir se stationner avec tout le matériel. Ah oui, forcément. Oui. Parce que nous, on est dépendant aussi des lieux qui vous accueillent. Des lieux, exactement. Puis bon, on a pas mal de matériel à stationner, effectivement. Il y a eu un impact dans la profession, des faillites financièrement, comment ça? Non, pas de faillite, parce que vous savez, on fonctionne quand même, c'est une corporation très soudée, donc il y a beaucoup d'entraide, donc ça a permis à ce que tout le monde reste à flot. Voilà. Bon. La période, on va dire, du Covid, normalement, est derrière nous, en tout cas le plus gros, on l'espère. Les manèges sont de retour sur l'esplanade de Grenoble. La foire va se dérouler jusqu'au 1er mai. Grenoble, ça fait partie d'une des plus grandes foires de France. Hein. Oui, surtout à cette époque, vous avez la foire de Trône, et la foire de Nancy, et puis la foire de Grenoble. Vous êtes adepte des manèges, Geoffroy, Guillaume, vous l'avez fréquenté cette fois? J'aime bien les sensations fortes, moi, perso. C'est quelque chose qui me plaît. Et puis j'ai connu la foire des Rameaux quand j'étais plus jeune, quand je vivais sur Grenoble. Donc c'est des choses qui me parlent. Pareil, j'ai fréquenté aussi la foire à plusieurs reprises et j'avoue que je me dirigeais plutôt vers les grosses attractions rapides. Ah, les manèges à sensations. On en parlera avec John parce qu'il connaît bien ce domaine. Combien de personnes fréquentent la foire en moyenne pendant les 3 semaines On estime entre 300 et 500, ça dépend des années. Hein, voilà. 500 000, hein, oui, bien sûr. Oui. 500 000. Bon, ça touche tout le monde, hein, on le voit sur ce plateau. Une sortie un peu traditionnelle dans la vie grenobloise, je crois que c'est la 88e édition. Celle-là à l'Esplanade, alors la 86 et 87, exactement. Elles n'ont pas eu lieu, mais on les compte quand même. La foire, elle existe depuis plus longtemps que ça encore. Regardez, j'ai une photo. Alors, ça date. Celle-là, on est à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si vous reconnaissez. À l'époque, les manèges étaient installés sur ce qu'on appelle aujourd'hui le cours Jean Jaurès. À cette époque-là, Jean Jaurès n'était pas encore mort, donc on n'avait pas donné son nom à la rue. Mais on est de l'autre côté de l'esplanade, là, John. Oui. Mais on voit qu'il y a beaucoup moins de manèges à grosse sensation. À l'époque, fin du 19e siècle, ce n'était pas le même style, mais les forains étaient déjà là chaque année à Grenoble. C'est un métier de tradition qui se transmet en général de père en fils, de famille en famille. Hein. Oui, bien sûr, oui, de père en fils. Et de grands-parents en parents, et ainsi de suite. Hein. Bon, sur cette photo, il y avait déjà des descendants de la famille Ness Pas encore, parce qu'à l'époque, on était dans une autre région. Mais bon...
On est arrivé ici, nous, ça fait à peu près 25 ans. 25 ans que vous venez chaque année à la foire de Grenoble. Vous en faites combien de foires par an? Ça dépend des années, suivant le calendrier, mais à peu près entre 6 et 10. Alors, à chaque fois, il faut monter et démonter les manèges. Ça fait partie, on va dire, du métier. Une foire comme celle de Grenoble, ça ne s'installe pas comme ça en un claquement de doigts. Écoutez, ça dépend aussi des intempéries. On est arrivé sous la neige. Mais bon, en général, si on arrive le lundi, on est prêt pour ouvrir le samedi. C'est quoi le plus compliqué? C'est de monter les manèges ou de les démonter? Là, on voit la phase de montage. Disons que les démonter, c'est toujours plus facile, puisqu'il suffit de les démonter puis de les transporter. Et ce qui est assez difficile, c'est d'installer tout le monde sur l'esplanade. Vous voyez, par exemple, c'est comme un Tetris. Hein. Ah, ça rentre au millimètre. Oui, oui. Les emplacements, ça c'est aussi un enjeu important, j'imagine, dans votre métier. Bien sûr, puis c'est régi par la commune, donc c'est quelque chose qui est très respecté dans le métier. Donc chacun a son emplacement depuis des années et on doit respecter l'emplacement aussi du voisin. Donc il y a des mesures bien déterminées pour chacun et chacun doit bien rester à sa place. On a des listes d'attente, par exemple. À Grenoble, il y a des forains qui voudraient venir, il n'y a pas assez de place. Écoutez, chaque année, la mairie met en place des zones pour des forains de passage. Et puis, effectivement, oui, bon, quand il y a, par exemple, une personne qui décide de ne pas revenir, à ce moment-là, elle est redistribuée à d'autres personnes sur une liste d'attente. Combien d'attractions pour cette édition 2022 On est à peu près 80 attractions, à peu près. Bon. Il y a de quoi faire pour tout le monde. L'idée, j'imagine aussi, quand on construit un plan de foire, c'est d'en avoir pour tous les goûts, hein, de la famille jusqu'aux sensations fortes. C'est de toucher le plus grand nombre, surtout, et d'avoir une grande diversité pour que ça plaise à tous. La pêche au canard, qui fait partie des traditions, jusqu'à ces manèges à sensations dont on parlait. Celui-là, il vous parle. Oui, c'est le mien, effectivement. C'est le précédent, c'est pas le petit train 65 jaune. Ces manèges qui, effectivement, vont tourner pendant 3 semaines dans le ciel grenoblois. C'est un bon emplacement, l'esplanade, l'entrée de la ville pour vous? C'est stratégique surtout, hein. C'est à l'entrée de la ville. Donc, c'est très important de pouvoir garder un emplacement tel que l'esplanade. Bon, moi, je suis plutôt pêche au canard maintenant à mon âge, mais fut un temps, les manèges à sensations, comme les jeunes, je pense, de manière générale, ça m'a tiré. Le vôtre, John, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour monter dedans. Hein. Oui, il faut aimer les grosses sensations. On a 5G, 110 km/h et on est à... Là, on est à 65 mètres de haut, c'est ça? Exactement, quand le bras se déplie complètement. Exactement. Bon, les cris, il n'y a pas besoin de les rajouter au montage. Non. Ils sont réels et grandeur nature. Exact. Bon, ça vous tente un manège comme celui-là Ouais, mais je sais pas s'il il existait déjà sur la Foire du Trône, parce que moi je suis en région parisienne. Et oui, il y en a aussi sur la Foire du Trône. Les manèges, mais oui, non, mais il y en a... je crois que je suis déjà monté là-dedans. Ouais. Et ouais, moi ça me plaît bien. Je suis encore un enfant, moi. À partir de quel âge, d'ailleurs, on peut monter dans un manège? À partir du moment où on mesure 1m40, on peut l'essayer. Et si on veut descendre en cours, Geoffroy dans la cible. Et si on veut descendre en cours, c'est pas possible. On peut pas faire signe, non. Il faut faire signe, mais bon, c'est compliqué, ça passe vite. Bon, en tout cas, cette foire, on est très content qu'elle revienne. C'est jusqu'au 1er mai, une période où normalement la météo, vous le dites, devrait être plutôt favorable. Il y aura une journée le 14 avril pour les enfants handicapés, ça aussi. Oui, voilà, on reçoit des enfants. Oui, c'est important de faire plaisir aussi à des personnes à mobilité réduite pour pouvoir accéder au manège lorsqu'il y a un peu moins de monde. Vous voyez, c'est plus facile. Ils ne montent pas quand même dans le... Non, mais dans certains manèges, on les accompagne et puis ça leur permet de passer une journée sur la fête foraine. Bon. Et puis le 29 avril, je signale la journée de mi-tarif, qui est souvent très attendue aussi par le public.
Ça sera juste avant le dernier week-end. Voilà, juste avant le dernier week-end, le vendredi. Vous retrouvez de toute façon toutes les infos, le programme et les temps forts, parce qu'il y a des animations tout au long de ces 3 semaines sur le site internet de la Foire des Rameaux et puis sur le Facebook également de la Foire des Rameaux. Instagram et TikTok. Et ouais, ils sont connectés sur les réseaux sociaux, les forains de Grenoble. Merci John. Le Grand 8, c'est ces fameuses montagnes russes, alors qu'ils sont présentes Toujours. à la Foire des Rameaux. Hein, ça fait partie des symboles un peu de la foire. C'est aussi, pour faire un parallèle avec Guillaume, le profil souvent des carrières de sportifs de haut niveau, hein, des hauts, c'est ça, ouais, des bas. Des échecs, des victoires, mais ouais, c'est ce qui fait l'atypisme des carrières de haut niveau. C'est pas toujours, c'est pas un long fleuve tranquille comme on dit. Et encore moins dans le judo où on fait un sport qui est quand même assez traumatisant pour le corps, mais bon, on arrive quand même à prendre beaucoup de plaisir et c'est le principal. Alors vous les avez connus, ces montagnes russes, et vous avez la chance de terminer votre carrière au sommet. On va voir ça tout de suite. La terminer ? Guillaume Chêne, champion olympique. Je la remontre, cette médaille de judo cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bon, elle est magnifique et puis elle pèse son poids. Là, c'est pas plaqué or, c'est du... Oh, il y a pas que de l'or, hein, sinon je l'aurais déjà fait fondre depuis longtemps. Mais non, elle fait 560 grammes approximativement, donc ouais, ça... Elle avait pesé. Elle fait son pesant de cacahuètes, comme on dit. Donc ouais, accroché autour du cou toute la journée, on a des petites irritations à la fin. Mais... Bon, c'est pour ça que vous pouvez voir que le cordon, il est assez usé. Ouais, elle a déjà vécu, elle a quelques mois, mais on sent que elle est passée de... Il faut la faire vivre un petit peu. Voilà, puis elle a dû passer de main en main. C'est toujours un objet qui fascine tout le monde, hein, qu'on soit sportif ou pas. Avec quelques mois de recul maintenant, un titre olympique, une médaille d'or, est-ce que ça a changé fondamentalement votre vie ? Ça a changé certaines choses. Après, ça n'a pas chamboulé ma vie. Maintenant, oui, il y a beaucoup de belles choses qui me sont arrivées. On a été très sollicités dès notre retour de Tokyo et pendant les 6-7 mois là, qui se sont écoulés. Mais voilà, que des belles choses, que du positif. Après, pour ce qui est de ma vie personnelle, oui, ça permet de se restructurer un petit peu. Moi, j'ai acheté une maison, j'en ai profité pour acheter une maison, acheter une petite voiture. Boire un peu de champagne, on vous voit lors de la fête sur le Trocadéro. Non, mais avant les Jeux Olympiques, je m'étais dit que si un jour je devais être médaillé, je la fêterais pendant au moins 1 an ou 2. C'est sur de bonnes bases. Bon, vous êtes encore dans... Voilà, on est encore un peu dans l'euphorie, mais bien sûr, c'est des choses qu'on veut se le rappeler tous les jours et on n'a pas envie on n'a pas envie que ça se termine. Donc, on essaie de continuer à le fêter et de le partager surtout avec nos proches. Et là, ça fait quelques jours que je suis à Grenoble pour revenir un peu aux origines. Le partager avec mes profs de mon club d'origine, de la section de sport-études où j'ai été formé. Vous parliez de la maison, c'est 65 000 €, je crois, la prime donnée par l'État français à tous les champions olympiques. C'est ça, 65 000 €. Bon, il faut savoir que donc, sous le mandat de M. Hollande, c'était une prime qui était exonérée d'impôts. Là, Macron a fait passer l'impôt. Macron a remis les choses dans l'ordre. Donc bon, c'est 65 000 €. Il a supprimé l'ISF sur les grandes fortunes. Mais bon, voilà, on les prend quand même. Non, mais au-delà de l'argent, c'est plus ce que ce titre représente. Bon, je vais pas cracher dans la soupe. Hein, mais non, mais c'est plus que tout ce que ça représente. Et puis voilà, des années de travail pour... Vous y pensiez quand vous étiez jeune, au début de votre carrière, à 13-14 ans? Non, au début de carrière, dans un bien titre sûr comme celui-là. on a tous des rêves de gosse. Et puis, ça se construit au fur et à mesure. On se fixe des objectifs toujours à portée de main. Donc quand on a 14-15 ans, on pense peut-être être champion de France, ensuite intégrer l'équipe de France cadet, junior, et puis on gravit des échelons et au fur et à mesure on se fixe des objectifs qui sont toujours plus hauts. Hein, mais je pense que c'est vous dans votre vie professionnelle ou même Geoffroy en tant que danseur, on se fixe tous des objectifs et une fois qu'on les atteint, on essaie d'aller toujours plus haut. Je crois que Geoffroy il a même fait du judo dans sa jeunesse. Ouais, j'ai fait pas mal de judo quand j'étais petit, ouais. Quelle ceinture? Et je
Je suis pas sûr, mais je crois que c'était verte. Je me suis arrêté jusqu'à la ceinture Verte. Bon, Je l'avais verte, fait c'est les. En général, les danseurs, ils ont des repères dans l'espace qui sont plutôt bons, donc, et ils sont assez agiles. Donc, ouais, en général, ça fait de bons judokas. John, un peu de judo aussi? Non. Non? C'est pas ce qu'il nous a dit en off. Il a peur qu'on le prenne au jeu et que... Bon, il n'y a pas la place là pour faire une démonstration. Guillaume, il lui faut un peu plus d'espace. Ce qui est aussi un peu particulier, je parlais des hauts et des bas de votre carrière, c'est que vous avez connu vos premiers Jeux Olympiques cet été à un âge où beaucoup de sportifs de haut niveau ont déjà raccroché et sont à la retraite. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc à Tokyo, j'en avais 34. Et c'est souvent des âges, oui, où on commence à penser à l'après-carrière. Maintenant, on est dans... C'est pour ça que je vous disais fin de carrière. Oui, fin de carrière, non, parce que j'ai encore l'intention d'aller jusqu'à Paris, hein, si mon corps veut bien m'amener jusque-là. Mais non, aujourd'hui, on fait partie quand même d'une très grosse fédération. Hein. Le judo, c'est une des plus grosses fédérations de France. Le judo, sur le plan international, je pense qu'on marche plutôt bien. Et il faut savoir que on se professionnalise de plus en plus. Donc quand je parle de professionnalisme, je parle de tous les gens qui nous encadrent. On a notre staff, on a des diététiciennes, des préparateurs mentaux, des kinés qui sont au quotidien avec nous. Et c'est ce qui nous permet peut-être aujourd'hui de durer un petit peu plus dans le temps. Il y a une période où il n'y avait pas tout ça et c'était un peu plus compliqué de perdurer. Aujourd'hui, on a la chance d'être vraiment bien encadré. Donc voilà, ça nous permet de repousser un peu nos limites. Et puis pour être aux Jeux Olympiques, quand on fait du judo, il faut être le meilleur français parce qu'il n'y a qu'un français par catégorie. Il n'y en a qu'un par catégorie. Il y en a qu'un par catégorie. Et puis, au-delà d'être le meilleur français, il faut se rentrer dans une ranking list qui est assez short sur les 2 années qui précèdent les Jeux Olympiques. Donc, en gros, il faut être dans les 18 mondiaux pour pouvoir prétendre à se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc c'est une course pendant 4 ans et principalement sur les 2 dernières années. Alors là, on vous voit, c'est votre premier combat olympique cet été. Sur l'épreuve individuelle. Face à un Brésilien que vous allez battre. Alors c'est un peu technique le judo sur cet mouvement-là. Il y a un passage au sol, et je crois que je lui mets une clé de bras et il abandonne. Voilà, petite tape de la main, ça veut dire... ça veut dire qu'il abandonne. Sinon, je lui casse le bras. Non. Donc, alors, le tour d'après, je crois que vous êtes tombé sur le champion du monde. C'est le champion du monde. Le hasard du tirage. Donc, le Géorgien, oui, ça fait partie des aléas de notre sport. Hein. Il y a un tirage au sort. Donc, je prends le champion du monde en titre sur le 8e de finale, qui ensuite, lui, va jusqu'en finale, qui s'incline sur le japonais Golden Score. Mais. Voilà, c'est comme ça. Je suis tombé sur plus fort que moi ce jour-là. Et, je m'incline en 8e de finale. Mais c'était pour mieux rebondir quelques jours après sur l'épreuve par équipe. Et oui, parce qu'il y avait la séance de rattrapage, une compétition par équipe qui n'existait pas d'ailleurs jusqu'à maintenant. C'était la première édition sur les Jeux Olympiques. Donc on avait déjà eu les championnats du monde. Donc 3, 4, il y avait déjà eu 4 éditions aux championnats du monde. Vous aviez eu deux fois une médaille d'argent. La première édition, je ne faisais pas partie de l'équipe. La France s'était classée 3e. Et là, sur les 3 dernières, on était 3 fois finalistes. Donc je faisais partie de l'équipe en s'inclinant à chaque fois sur les Japonais en finale. Ça marche comment une compétition par équipe de judo? C'est quoi le donc c'est une compétition par équipe mixte. Donc il y a 3 filles, 3 garçons. Donc les catégories sont déjà prédéfinies, c'est toujours les mêmes depuis 4 ans. Et donc 6 athlètes. Le premier qui a 4 victoires, donc qui cumule 4 victoires. Passe le tour suivant. Passe le tour suivant. Alors, voilà, nous on a démarré sur l'Israël au premier tour. Donc là, c'est la demi-finale sur les Hollandais. Là, c'est vous en kimono blanc. C'est moi qui fais le premier match d'ailleurs sur les Hollandais. Assez bien négocié. C'est le hippon, ça. Hein. Quand on tombe sur les 2 épaules, c'est l'élimination directe. Non, mais ça se passe plutôt bien sur les Hollandais. Où, en fait, on se fait très peur au premier tour sur les Israéliens où ça se joue à l'avantage décisif sur un dernier match. Là, sur la demi-finale, on déroule, on gagne 4-0. Du coup, on est arrivé assez confiant sur la finale contre les Japonais. Contre les Japonais, qui étaient quand même les grands favoris, puisqu'en plus, c'était chez eux. On était chez eux. Ils avaient 4 titres de champion du monde par équipe sur les dernières années. Et surtout sur les épreuves individuelles. Il faut savoir que les Japonais, c'est 9 titres sur 14 catégories. Donc 9 titres de champion olympique et 12 médailles en tout.
Donc il y a très peu de loupés, et c'est vrai que sur le papier... Il n'y avait pas photo, normalement. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas photo, mais on partait pas favori. On partait pas favori. Après, nous, on savait qu'on l'avait dans les jambes. Vous étiez dans les 6 de l'équipe de France. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas eu besoin de monter sur le tatami pendant la finale. Alors, on peut dire que j'ai eu cette chance. Que l'adversaire, le moins de 73 japonais, donc il est triple champion du monde, 2 fois champion olympique, et on va dire que c'est un peu l'extraterrestre du judo mondial. Donc j'ai eu de la chance. Comme je vous dis, on a besoin de 4 victoires. Moi, je devais faire le dernier match. Et donc ça a été plié avant, c'est-à-dire qu'il y avait 4-1 donc, avant mon match. Donc j'ai pas eu besoin de monter sur le tapis. Allez, on va revoir quand même les dernières secondes de cette... Donc c'est à ces moments-là où on peut un peu rigoler et dire qu'il a eu de la chance parce que j'étais en forme ce jour-là. On va aller revoir les dernières secondes de cette finale. Alors vous n'êtes pas monté sur le tatami, mais on va voir quand même qu'en coulisses, vous avez un petit peu la bougeotte. Ouais, légèrement. Ouais. Parce que la Française de 23 ans est en train de réaliser un truc de fou. Elle est en train de défendre comme jamais. Le sol continue, Sarah. Il reste 8 secondes. Et oui, 8 secondes. Bloque tout. 4-3. Allez, c'est bon, ça va le faire. La France est championne olympique. La France est championne olympique par équipe. Ici au Japon, c'est un exploit monumental. Ce qu'ils ont fait là, mais ils rentrent dans l'histoire. Dans l'histoire du judo, c'est comme battre le Brésil en finale d'un championnat du monde de foot. Je suis ému à chaque fois que je revois les images, excusez-moi. Mais non, c'est super moment. Et puis quand on a un sport individuel à la base, et de pouvoir vivre ces moments donc avec nos coéquipiers, de partager ces émotions, tout est décuplé en fait. Tout est décuplé. Et puis il y a le contexte. On est chez les Japonais, on est chez eux. On est au Budokan, donc c'est un peu le temple du judo. C'est comme tu parles de foot, c'est comme le Maracana au Brésil. Donc c'est tout le contexte qui rend la chose extraordinaire, et de le partager avec tous les coéquipiers et puis tout le public qu'on a derrière. Donc il y a tout le clan français qui était vraiment au bord du tapis. Des émotions extraordinaires. Avec Teddy Riner, qu'on voit là sur ces images, que vous connaissez bien, vous êtes la même génération. C'est la même génération, mais dans le même club. Quand je suis arrivé sur Paris, donc à l'âge de 17 ans, on était dans le même club. Donc le PSG à l'époque, le PSG Judo, donc ensuite ça a changé d'appellation, c'était le Paris Judo. On était dans le même club, on est resté peut-être 4 ans ensemble. Ensuite, il y a eu une fusion avec le Racing Club de France, on est devenu le Paris Lagardère. On a continué encore quelques années ensemble. On s'est toujours un petit peu suivi avec Teddy. Puis on s'est vite retrouvé en équipe de France, en junior et puis en senior. Voilà cette médaille, ce podium avec les 11 finalistes français médaillés finalement, puisqu'il y avait des remplaçants aussi. Donc il y a les 6 titulaires et puis nos remplaçants qu'on voit peut-être pas tout le temps sur les images, mais qui jouent leur rôle, bien sûr, qui ont joué leur rôle surtout tout au long de la journée. Savoir qu'on est, il y a en gros une zone de coulisses qui est la salle d'échauffement, et c'est vraiment toute l'équipe qui participe à cette journée. Vous la conservez où, cette médaille, quand elle n'est pas sur un plateau de télé ou dans une réception officielle? Elle est dans ma table de chevet. Elle dort à côté de moi. Ça vous aide à vous endormir. Non, mais c'est vrai que ces derniers mois, je l'ai beaucoup trimballé à droite à gauche. Parce que c'est beau de gagner des titres, mais ce qui est le plus beau, c'est de le partager. Donc j'essaie de l'amener un petit peu à chaque fois que je suis sollicité à droite à gauche. Mais après, elle a une petite boîte. On a une petite boîte qui l'attend à la maison. Quand elle aura terminé de voyager, elle rentrera dans sa boîte. Vous avez dit 1 an pour la fêter, donc vous avez encore quelques mois. 1 an, et puis si on fait des extras, vu qu'il y a avec ces histoires de Covid, nous aussi on va reporter d'1 an. Donc si ça doit durer 2 ans, ça durera 2 ans. Alors même si aujourd'hui vous êtes licencié dans le club parisien de Sartrouville, je le disais, cette médaille elle est un peu grenobloise, puisque c'est ici à Grenoble que vous avez démarré le judo. Alors j'ai une preuve, c'est un petit cadeau pour vous, Guillaume. 2002, il date cet article du Dauphiné libéré. À l'époque, vous étiez cadet, je crois. Graine de champion. Mon premier titre de champion de France. Voilà, le journaliste avait effectivement bien senti le coup en parlant de graine de champion.
Comme vous m'avez laissé la médaille, Guillaume, moi je suis sympa, je vous offre l'article. Avec grand plaisir. Il doit traîner chez mes parents, à mon avis, pour en avoir un exemplaire. Mais ça, c'est l'original, hein, découpé il y a 20 ans. Eh ben, je suis très content de revoir ça. Un petit bout de papier contre une médaille d'or, je ne suis pas forcément perdant dans l'histoire. Non, ben ouais, pour la petite histoire, alors j'ai pas vraiment commencé le judo à Grenoble, hein, j'ai commencé à l'île de la Réunion. Mais c'est vrai que après j'ai fait mes classes à Grenoble, hein, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Et ben, j'ai grandi à Grenoble et on va dire que l'accès au haut niveau s'est fait ici. Donc j'ai passé plus de 10 ans peut-être au QJCD. Donc avec mes entraîneurs de l'époque, je ne peux pas tous les citer, hein, mais Eric Van der Biest, Philippe Ribaud, donc, qui m'a conduit à ce premier titre de champion de France, pour ensuite, donc, en 2002, intégrer le pôle France de Grenoble, voilà, qui aujourd'hui est une structure. Aujourd'hui, c'est un pôle espoir. À l'époque, c'était quand même une des grosses structures sur le territoire français pour les jeunes. Et voilà, on va dire que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier à cette période. Vous êtes d'ailleurs, un peu avant les Jeux, vous êtes revenu, vous entraînez avec vos anciens partenaires de club, hein, sur le campus universitaire. On voit ces images, là, c'était quelques semaines avant Tokyo. C'était important pour vous de revenir un peu aux sources ? Oui, ça me tenait à cœur de revenir aux sources, parce que c'est vrai que j'étais pas revenu depuis un petit moment. Et là, c'est l'entraîneur qu'on voit à l'image, c'est Philippe Martin, donc, qui était un de mes entraîneurs au Pôle France. Et je sais que je leur dois beaucoup, et au-delà de revenir travailler, de s'entraîner, faire la technique, c'était vraiment... ça me tenait à cœur de repasser un petit moment avec eux avant de m'envoler pour Tokyo, parce que je leur dois beaucoup de choses. Je leur dois beaucoup de choses, et c'était un petit clin d'œil que je tenais à leur faire. Et puis oui, et c'est pour moi un des plus grands techniciens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et voilà, on a fait des derniers petits réglages avant le décollage pour Tokyo. Ouais. Alors, il y a des très bons clubs formateurs, hein, dans le bassin grenoblois. On peut parler de Sarah Nishilo, qui a été formée à Saint-Martin-d'Air, qui a été 2 fois championne d'Europe à la fin des années 90, qui a aussi participé aux Jeux Olympiques, je crois que c'était en 96. Atlanta, ouais, à Atlanta, aux États-Unis. Plus près de nous, vous avez un collègue en équipe de France qui s'appelle Cédric Revol, qui est formé par l'Alliance Grésivaudan, qui est champion de France. Qui a obtenu sa sélection d'ailleurs pour les championnats d'Europe. Il y a eu la sélection qui est tombée hier pour le championnat d'Europe senior. Donc voilà, on peut rebondir là-dessus. Ouais, je suis très content pour Cédric qui a été numéro 1 pendant un petit moment, et que il y a eu un petit passage à vide, et puis il a une petite concurrence aussi, hein, qui est arrivée. Et là, il revient sur le devant de la scène, donc je suis ravi pour lui et pour le club de l'Alliance Grésivaudan, que vous connaissez, je connais bien ce club qui a été champion de France. Je les avais reçus ici dans cette émission en 2016. Les cadets de l'Alliance Grésivaudan avaient été champions de France face à tous les grands clubs français, que ce soit les clubs de Marseille ou de la région parisienne. C'est le petit club du Grésivaudan qui a réussi à imposer son équipe. Qui aujourd'hui c'est plus un petit club, hein, et puis qui fait du très bon boulot, principalement sur la formation. Voilà, on peut saluer Nicolas Chansomme, qui fait vraiment un super boulot avec les jeunes, et qui les accompagne aux prémices du haut niveau aussi. Donc c'est super pour le bassin grenoblois. En coulisses, là, on a une membre du club qui est venue voir Guillaume Chêne, qui est peut-être une future championne olympique. Je lui souhaite en tout cas, chère Juliette, de venir de revenir dans quelques années avec cette médaille. Vous avez gardé des attaches en Isère aujourd'hui ? Alors mes parents vivaient à Grenoble, jusqu'à ce que je m'en aille pour Paris. Donc j'ai plus de famille, mais voilà, comme je le disais, j'ai encore des entraîneurs, des amis, mon club formateur, la section sport-études. Donc c'est toujours les mêmes personnes, hein, qui sont à la tête et qui se battent tous les jours justement pour conserver une structure pérenne. Et aujourd'hui, il faut savoir que Philippe Martin, qu'on voyait à l'écran, a développé une structure aussi sur le campus universitaire qui s'appelle le CUF. Et je sais qu'ils se battent tous les jours pour structurer encore de mieux en mieux ce qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, je sais qu'ils se battent depuis plusieurs années pour avoir leur dojo sur le campus. Donc c'est un peu leur cheval de bataille. Et c'est un peu la raison de ma venue
m'a venu aussi ce week-end. On n'est pas le week-end, mais parce qu'il y a le championnat de France universitaire. Pour moi, on a un week-end, mais il y a un championnat qui se déroule à l'Al Clémenceau en ce moment. Donc voilà, je suis venu soutenir un petit peu tous les copains et puis surtout tous ceux qui se sont battus pour organiser l'événement, avec une journée particulière hier où on a reçu 120 personnes en situation de handicap sur un début de journée, et puis avec un entraînement de masse qui a regroupé peut-être plus de 200 personnes le soir. Donc c'est cool, on arrive à rassembler beaucoup de monde. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas encore leur dojo. Et on essaie de se battre un petit peu pour ça. Et si moi je peux apporter ma pierre à l'édifice, voilà, ou mettre un petit coup de projecteur sur le travail qu'ils font au quotidien. Eh ben voilà, c'est vrai qu'il y a des champions. Le message est passé. Voilà. Il y a des champions qui ont été formés ici, mais il faut aussi que les équipements suivent. On a besoin d'infrastructures, derrière. comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. On espère qu'il y en aura d'autres, des champions isérois dans les années à venir. On parlait de Paris, vous aurez 37 ans, Teddy Riner 35. C'est encore un objectif qui vous paraît atteignable? Oui, bien sûr, comme je vous le disais, on se professionnalise de plus en plus. Donc aujourd'hui, on peut pousser un petit peu plus dans l'âge. Moi, j'ai 37 ans, mais aujourd'hui, l'âge, pour moi, ça reste qu'un chiffre. Je me sens encore bien physiquement, j'ai encore de l'envie. Je prends encore beaucoup de plaisir sur le tapis. Et voilà, quand on a vécu des émotions comme celle-ci, vous avez pu voir sur les images, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc moi, je me fixe aucune limite, et oui, si je peux aller jusqu'à Paris, je m'en priverai pas. Bon, c'est pas encore l'heure donc de la retraite et d'aller à la pêche pour Guillaume Chêne. Là, à la pêche, c'est marrant que vous en parliez, parce que oui, je suis pêcheur. Je suis pêcheur aussi, ça fait partie. On le savait pas, Guillaume. Ça fait partie de voilà, ça fait partie de mes loisirs. Mais si, je m'accorde encore un petit peu de temps libre à mes heures perdues, mais non, l'objectif, oui, c'est vraiment de revenir de ma petite blessure. Je me suis fait opérer du genou. De revenir de ma petite blessure et de mettre le cap sur Paris 2024. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous suivra encore. Et puis, si vous en gagnez une deuxième, on vous accueillera avec plaisir. Avec grand plaisir. Sur ce plateau. On va rester dans l'univers des disciplines olympiques, puisque le breakdance va faire son entrée aux Jeux de Paris en 2024. Mais les Isérois de la compagnie Next Step n'ont pas attendu cette consécration olympique pour mettre cette danse à l'honneur. Dans notre rubrique culturelle, si on sortait, on va faire un focus sur le hip-hop avec Geoffroy Durocha, professeur donc de breakdance, directeur de la compagnie Next Step, qui est une compagnie qui a été créée il y a une douzaine d'années en Isère par des copains de lycée. Des copains de lycée, ouais. On cherchait une salle pour pouvoir s'entraîner, et ça a commencé comme ça en fait. On a besoin d'une salle, du coup on a monté une association, et avec une association on a commencé à développer des projets. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a des salariés, des services civiques, des locaux. Donc c'est une belle histoire. Une belle histoire, une belle réussite. Et vous organisez, entre autres, un gros festival chaque année au printemps. Ça s'appelle Who Got a Flower. Rendez-vous des passionnés de hip-hop en Isère. Ce sera du 29 avril au 1er mai. Hip-hop, breakdance, pour les non-spécialistes comme moi, c'est quoi la différence? C'est la même chose? Non, le hip-hop, c'est la culture. En fait, c'est une culture. Et dans la culture, il y a différents piliers, dont le graffiti, le DJing, le rap et la danse. Et du coup, la danse, spécifiquement, il y a différents styles de danse, dont le breakdance. Breakdance qui est une danse très spectaculaire, très sportive aussi, très physique. On en voit là quelques passages. Il faut presque être plus gymnaste que danseur pour cette pratique. L'un va avec l'autre en fait. Il faut vraiment un côté très athlétique, ça il n'y a pas de doute, mais il y a besoin d'une créativité, d'une musicalité. Donc il faut vraiment avoir toutes les qualités qui permettent d'être à la fois athlétique et artistique. Alors c'est une discipline qui sera aux Jeux Olympiques de 2024. Comment s'est perçue cette reconnaissance olympique dans le milieu du breakdance? C'est partagé, il y en a qui sont très très contents, d'autres moins, il y en a qui sont neutres. Mais dans tous les cas, ça peut qu'être intéressant d'avoir cette lumière sur notre culture. Et comme au basket, il y en a qui font toujours des streets dans la rue, et il y a la NBA à côté. Donc il en faut pour tous les goûts en fait, donc moi je trouve ça bien. Bon, ce sera un peu le patinage artistique des Jeux Olympiques d'été, puisque c'est une discipline qui mêle sport et sensibilité artistique, et puis qui est jugée, qui est notée. Tout à fait, ouais. On peut faire ce comparatif-là, mais c'est que ça va être intéressant de voir comment les notations vont être mises en place. C'est quelque chose qui est quand même plutôt abstrait par moment, donc je suis intéressé pour voir les grilles à venir, ouais, effectivement.
Bon, il y aura une équipe de France. Il y a déjà une équipe de France. Il y a déjà une équipe de France que d'ailleurs tu as croisé, il me semble, à l'INSEP. Croisé quelques-uns. Ah, ils s'entraînent à l'INSEP. Ouais, ils viennent de plus en plus. Voilà, vu que Paris va accueillir les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus présents sur la capitale et ils font souvent des petits shows. Des petits shows à droite à gauche et ils viennent s'entraîner à l'INSEP où on parlait d'infrastructure. Hein, on est toujours à la recherche de matériel et d'infra et c'est vrai que à l'INSEP il y a quand même ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Et nous on en accueillera certains au festival qui sont inscrits d'eux-mêmes, qui viennent participer pour l'expérience. Donc il y aura des jeunes de la fédération, de l'équipe nationale française. Ça va codifier un peu la discipline. Il y a des figures imposées, par exemple en compétition. Alors ça, j'ai pas l'information, mais je pense pas que ça va la codifier. Ça va juste donner une certaine rigueur sur des aspects de notation. Mais il y a déjà des compétitions dans le style des Jeux Olympiques. Hein, ça, bien évidemment, c'est pas la même chose, mais il y a déjà des grosses compétitions 1 contre 1 avec une certaine codification. Ouais. Là, c'est un grenoblois de team qu'on voit à l'écran, qui est à un niveau mondial, qui était dans les meilleurs mondiaux pendant un long moment et qui était venu au festival en 2019. Vous avez fait aussi ce genre de compétition, ce genre de battle dans votre carrière? Alors moi, j'en fais encore des battles, mais à un niveau beaucoup plus modeste. J'ai été champion régional il y a quelques temps. J'avais fait les France et j'étais sorti au premier tour. C'est compliqué d'allier haut niveau, gérer une association. Enfin voilà, c'est dur de tout faire. Bon, c'est des images d'archives. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est pareil, comme Guillaume, on allait puiser dans les archives. Ça, c'est 2011, donc oui, effectivement, c'était il y a quelques années. C'était à Digne-les-Bains. Bon, il y a quand même du niveau. Il dit qu'un modeste niveau, il est vraiment très... Il est modeste. Non, mais le niveau, en fait, le niveau, il a tellement augmenté. C'est vraiment dur d'être dans le top mondial. C'est des athlètes de très haut niveau, en fait, aujourd'hui. Mais je te remercie. Du niveau et des abdos aussi pour... nécessaire, ouais. Pour pouvoir pratiquer ce genre de danse, même si vous avez évolué, vous aussi, au cours de votre carrière, vers des choses, des fois, un peu différentes du hip-hop qu'on voit, de la danse de rue. J'ai peur des vidéos qui peuvent arriver. Non, mais oui, effectivement... que vous avez monté avec Lionel Davy, un chanteur grenoblois. Ouais. J'ai cherché aussi à puiser dans différentes choses. Donc je suis dans la création, compagnie contemporaine. On est déjà un peu plus que sur la vidéo. Voilà, c'est plus récent ça. Mais oui, effectivement, j'ai cherché dans d'autres styles de danse un peu plus contemporains pour continuer à développer ma danse en fait et continuer à me nourrir. Donc je suis passé du battle à la scène, mais je suis encore en battle là. J'étais il y a 2 semaines. Quand on a le virus, hein, on lâche pas comme ça. Alors, Who Got the Flower, c'est le nom du festival que vous organisez à Pontcharrat, un festival pareil qui, comme pour la Foire des Rameaux, a été suspendu pendant 2 ans. C'est la 7e édition qui est de retour à partir du 29 avril. Qu'est-ce qu'on va y voir, les temps forts de ces 3 jours? On va y voir le meilleur niveau mondial. Il y a vraiment des équipes qui viennent des États-Unis, un peu de partout, mais c'est un festival qui est très condensé. On a 3 jours, on attaque le vendredi avec une grosse soirée dansante pour lancer la fiesta qu'on attend depuis 3 ans. Samedi, il y a un village hip-hop qui est devant le Coléo, qui sera donc ouvert dès le vendredi jusqu'au dimanche soir. Mais là, il y aura des compétitions en extérieur, donc il y a toutes les catégories. Donc c'est des concrete battles, donc c'est des choses sur le béton directement, comme ça se faisait à l'époque. Le samedi soir, il y a The Collab. C'est un temps avec des musiciens en live. Il y a 8 musiciens et 8 danseurs qui sont tirés au sort par duo et qui s'affrontent comme dans une compétition classique, mais avec, c'est pas un DJ, c'est un musicien qui joue pour nous directement de la musique. Et le dimanche, c'est les grandes compétitions internationales avec, on a déjà plus de 60 équipes inscrites, plus de la moitié sont étrangères. Ça vient d'Israël, du Kazakhstan, des États-Unis, voilà. Ça, on voit à l'écran les vainqueurs de 2019 qui sont From Downtown et c'est la première équipe française à avoir gagné au festival. En tout cas, il va y avoir de l'ambiance pendant ces 3 jours au Coléo. Ça va être la fête, ouais. Pour le public qui ne connaîtrait pas cet univers, c'est peut-être l'occasion de s'immerger complètement dans cette culture. Le but, c'est vraiment plein de temps différents et variés, des temps gratuits, des temps payants. Il y a, comme je dis, un village hip-hop où il y a du catering, il y a des pizzas, il y a des tatoueurs, il y a des disquaires. Enfin, vraiment, le but, c'est de venir passer 3 jours, de découvrir la culture hip-hop ou de la redécouvrir. Et puis, pour ceux qui ont vraiment l'œil d'expert, il y aura tout ce qu'il faut pour profiter. Du très haut niveau, peut-être des futurs champions olympiques. C'est possible. Du 29 avril au 1er mai, donc à Pontcharrat, dans la vallée du Grésivaudan. Ce sera aussi le dernier week-end de la Foire des Rameaux sur l'esplanade de Grenoble. Merci à tous les 3. Merci à Guillaume. C'est un beau cadeau. Franchement, je suis ravi. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Belle médaille olympique. Et puis, nous, on se retrouve très rapidement sur ce plateau pour d'autres aventures.
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.